Bonjour, Guten Tag. Je suis Anne Trépanier, professeure à la School of Indigenous and Canadian Studies à Carleton University. Oui, c'est un projet et des concepts qui appartiennent à l'anglosphère canadienne dans laquelle je baigne. Je suis aussi au département de français et associée au département d'histoire de la même université. J'ai la chance d'être la présidente du comité scientifique de l'Association internationale d'études québécoises et c'est grâce à ce réseau de chercheurs et de jeunes chercheurs d'à travers le monde que j'ai pu visiter des classes à Passau, à Saarbrücken et que j'ai rencontré Ursula Moser à Québec à de nombreuses reprises, à Québec et à Montréal, et même Doris Elp à New Delhi. À chaque fois, on me demande quel sera l'avenir politique du Canada, comment réconcilier autour d'un projet commun tous les intérêts discordants. Et je me demande aussi comment préserver les cultures locales dans une citoyenneté englobante. Comment gérer la relation politique et culturelle avec les États-Unis? Comment rendre compte des 60 langues autochtones existantes et des centaines de langues que parlent des Canadiens issus de l'immigration récente et moins récente? Ce sont évidemment des questions qui m'ont occupée pendant que je faisais la recherche sur la genèse de la Confédération. Et je me suis demandé, comme je suis historienne et je m'intéresse beaucoup à l'historiographie aussi, et à l'imaginaire politique et à la littérature. Alors, je me suis demandé comment est-ce que l'imaginaire d'un groupe se constitue? Comment pensaient les ancêtres du Canada d'aujourd'hui? Comment imaginait-on la Confédération? De quoi rêvait-on au juste? Quelles inquiétudes ont surgi au moment de créer ce pays qu'on connaît aujourd'hui? Évidemment, les provinces de l'Amérique du Nord britannique du milieu du 19e siècle ne sont pas des royaumes comme l'Autriche ou la Savoie, mais ce sont des entités culturelles et économiques assez solides, pour ne pas dire hermétiques les unes aux autres. Sachant que le Canada est maintenant un pays qui génère des représentations communes, je me suis demandé, y avait-il des représentations communes de ce qu'allait être la Confédération? Et j'ai trouvé que cette représentation était celle du mariage, un mariage monstrueux. Et oui, pour répondre à cette question, il fallait évidemment se demander d'abord comment, comment l'imagination politique a été documentée. Ainsi, on est à l'aube d'une nouveauté. Un soleil se lève, la Confédération. La Confédération est-elle dans le plus grand des astres, c'est-à-dire dans le soleil qui se lève, ou est-elle le plus grand désastre? Alors, on est dans les jeux de mots, évidemment. Les textes d'opinion, les discours en chambre, les caricatures qui sont publiées dans les journaux de l'époque réfléchissent ces représentations comme autant de miroirs de l'imaginaire d'un groupe politique en voie de se constituer à travers et malgré lui. Cette période marque le début de l'histoire de la caricature au Canada français. C'est aussi le moment où la presse partisane est à son sommet. Ayant remarqué comme plus d'un que la question de la Confédération a été traitée en deux temps forts dans les historiographies anglophones et francophones canadiennes, autour de sa genèse d'abord et lors de son centenaire ensuite, deux moments historiques de définition du groupe politique canadien, mon projet vise à faire comprendre l'état d'un discours social plus large, puisqu'on en est au-delà de son 150e anniversaire. Je pense que cette étude gagne à ne pas se faire en vase clos au plan documentaire, au plan disciplinaire ou au plan régional. Parce que les conséquences de la Confédération sur l'imaginaire et l'identitaire canadien obligent les chercheurs à dépasser ces frontières. Il ne s'agit pas pour moi de brosser le tableau d'un pour ou contre à consonance régionale, provinciale,
voire ethnique ou historique. Il s'agissait pour moi, dans ce projet, de favoriser une commémoration critique en représentation, en, en- en- en prenant en compte les représentations communes. Évidemment, moi, je suis une femme blanche, je suis issue de la colonisation, mes ancêtres étaient canadiens-français et les plus anciens venaient de France. Alors, j'ai nécessairement privilégié des sources traditionnelles de ma tradition, c'est-à-dire la tradition médiatique, journalistique commune dans ce qu'on appelle maintenant l'Ouest, donc la civilisation de l'Ouest. Évidemment, j'aurais aimé trouver des artefacts, des témoignages des communautés autochtones. Ce projet est en cours, mais je ne suis pas à même d'en présenter le résultat aujourd'hui. Voilà. Alors, mon corpus, pour ce qui est de la présentation d'aujourd'hui, est constitué de caricatures et d'éditoriaux provenant de 4 territoires qui allaient signer le pacte de confédération. Il fait une large place aux périls et aux risques calculés. Les thèmes de l'unité ou de la rupture, géographique, nationale, voire identitaire, y sont omniprésents. Le projet de confédération du Canada est souvent présenté par ses héros comme une chance inespérée, un momentum dans une situation politique favorable à la redéfinition du groupe. Conjugué sur le topos du gain et de la perte, la confédération est un projet qui appartient au risque calculé comme un résultat de la tension entre l'imaginaire du péril et celui de l'appartenance à un nouveau grand peuple politique différent des Américains. Entre la peur de la Confédération et le rêve d'un royaume du Canada, car on ne sait pas encore qu'il deviendra un seul dominion, les textes et les images de ce Canada à naître sont très riches pour rendre l'humeur générale du pays en devenir. Je vais vous présenter 2 grands thèmes des représentations du Canada tels qu'ils se dégagent de ma recherche, comme un agrégat monstrueux d'une part et comme une histoire de famille et de femmes d'autre part, d'où le titre de cette conférence, la Confédération canadienne, un mariage monstrueux, point d'interrogation. Le Canada à venir, imaginé par la presse satirique et la presse d'opinion, est un espace habité par un amalgame de tensions où les questions de nationalité, de vertu et d'unité sont personnifiées pour mieux être célébrées ou démolies. Dans le corpus que j'ai rassemblé, la Confédération est souvent métonymique, c'est-à-dire qu'elle est prise pour un tout, ou synecdotique, c'est-à-dire représentée par ses parties. Un tout, tel un monstre, ou par ses parties, les têtes de ce même monstre, l'hydre par exemple. Un tout, tel une famille, ou par ses parties, les membres de cette famille, ouvrant ainsi la porte aux hiérarchies et aux tensions entre le mari, la femme, les enfants ou les prétendants à une fille qu'on aimerait bien marier de force. Le corpus comprend des caricatures et des illustrations provenant de diverses sources. Je vous en fais la liste ici. La lecture de ces sources a été faite sur microfiche à partir des archives des journaux tenus à Bibliothèque et Archives Canada à Ottawa. Les images textuelles et les caricatures vont souvent se soutenir, jouant à la courte échelle jusqu'à construire ensemble, l'une s'appuyant sur l'autre, un espace de représentation visuelle plus vaste que lorsque ces sources sont considérées comme appartenant à 2 genres distincts, la presse écrite et puis les illustrations, par exemple. Une image vaut 1000 mots, certes, mais certains mots contribuent à construire des images mentales et ainsi de suite. L'unité et la rupture est le thème qui traverse toutes les représentations. Je trouve que l'idée de rebut, de charade, euh, est particulièrement intéressant. À chaque morceau correspond une idée. Le tout
en amène une autre. Un peu comme le font maintenant les régions, les 10 provinces, les 2 territoires et l'entité du Canada. Les conférences qui ont précédé la Confédération, soit les conférences de Charlottetown et les conférences de Québec, ont laissé les journalistes sur le parvis, à l'écart. Ainsi, les faiseurs d'opinion sont-ils prompts à décrire les délibérations secrètes comme constituant une espèce de bête, l'idée qu'un monstre est tenu caché. Le tout et les parties sont autant de morceaux du casse-tête de la représentation. Ici, on en a une qui nous dit: «La confédération est une question qui tient les esprits en suspens». L'analyse de la Confédération comme un projet secret et inquiétant trouve dans le jeu de rébus une activité phonético-graphique selon lesquelles les lecteurs s'amusent à décoder un message mis en pièces et en images, une mise en abîme intéressante, en particulier dans cette image. En effet, dans ce découpage amusé, des images s'imposent, dont celle du quai. Où va-t-on arriver? Après quelle traversée? Que va-t-on laisser? Le bec, celui de l'aigle américain, les rats, référant au vice, au péril, à la fuite, à l'envahissement, le chant, la la la, mélange de fausse innocence et de chantage. Entre les phonèmes et les images, la Confédération prend plusieurs définitions: voyage sans retour, musique couvrante, rats empilés. Des mots et des images forment une scénette pareille à celle que les caricatures évoquent en évoluant en style vers une plus grande unité de récit. Alors ici, on a Québec sera la capitale de la Confédération. Dans l'Amérique du Nord, nous sommes 5 peuples différents, habitant 5 provinces différentes, dit Georges-Étienne Cartier en 1865. Cet argument de définition place en effet sur la carte d'un Canada rêvé des éléments nationaux interprétés fort différemment sur le terrain et dans les journaux régionaux. Les Canadiens français, les Irlandais, les Écossais, les Anglais, les catholiques et les protestants, les Autochtones, comme on l'a dit, étant rarement mentionnés dans la presse. La diversité de la population et des intérêts trouve une expression monstrueuse dans plusieurs journaux satiriques, mais la première caricature politique signée par un artiste canadien-français est certainement La Confédération, publiée le 2 décembre 1864. Qu'il soit pour ou contre la Confédération, politiciens, prêtres, éditorialistes, monseigneurs s'emparent des figures d'un bestiaire fantastique pour décrire un mouvement intellectuel, personnifier une idée ou animer des débats. Par exemple, suivons cet extrait pour présenter les armes des adversaires du libéralisme. Monseigneur Bourget harangue ainsi les fidèles contre le président de l'Institut canadien de Montréal. Nous allons donc prier pour que ce monstre affreux du rationalisme qui vient de montrer de nouveau sa tête hideuse dans l'Institut et qui cherche à répandre son venin infect dans une brochure qui répète des blasphèmes qui ont retenti dans cette chair de pestilence ne puisse nuire à personne. Alors, dans cette gravure sur bois, on a cette idée. Le monstre est littéraire, les personnages y sont établis, l'intrigue est facilement identifiable, la Confédération devient une bête monstrueuse qu'un certain George Brown chevauche et que les deux autres, Cochon et Cartier, essaient d'endormir ou tentent même d'encenser. Première d'une longue série de références à l'hydre, elle prépare une caricature plus assumée dans son rôle de transfert entre le mot et l'opinion, entre l'image mentale et la représentation visuelle. Afin de peindre la Confédération comme une création contre nature ou défiant la nature, l'hydre et la pieuvre sont les images les plus fréquentes dans les textes comme dans les caricatures. L'image de la pieuvre est en effet tentaculaire. Toutes les colonies de l'Amérique du Nord britannique l'emploient pour figurer le péril. En témoignent des images telles que la pieuvre, abattrons-nous toutes ces têtes. Ici, on parle du péril financier, du péril de la gouvernance.
Et aussi dans des tournures de phrases telles que celles que j'ai relevées dans le journal de Saint-Hyacinthe. La Confédération va mettre le Canadien français en présence non plus de 2 anglophones, mais de 7, faisant ici référence à l'hydre, évidemment, qui a 7 têtes. De même, dans le Ottawa Union, on va dire We are also being silent while a nation is being born, but seeing its hydra head, we fear the malformation of the creature. Head on the Pacific, ears on the Atlantic. Je vous laisse lire le reste. Mais encore une fois, ça rappelle l'idée de l'hydre, du monstre, etc. Peut-être que c'est lié à une caricature assez populaire à l'époque de Franklin. En effet, dans la Pennsylvania Gazette, il dessinait les États-Unis ainsi. Il prenait position contre l'état de désunion des colonies. C'était l'image du serpent segmenté. Est-ce que c'est cette image qui a donné l'idée à Jean-Baptiste Éric Dorion de dire en chambre un pays sans profondeur comme celui qu'on propose de former ici n'a pas son pareil sous le soleil. Il serait vulnérable sur tous les points. Sa forme géographique ressemble à celle d'une anguille, etc. Donc, c'est intéressant de voir que le vilain, le malin, le reptile, la pieuvre, l'hydre, toutes les choses qui rampent, qui sont inquiétantes, trouve à représenter la Confédération. Mais disons, du serpent vers la vertu, la moralité, le péril, on peut s'en aller tranquillement vers Ève, vers une représentation féminine. Quelles sont les armes des personnages féminins selon les caricaturistes de l'époque? Il est intéressant de remarquer la binarité polarisante des figures féminines. Soit la femme est soumise, dépendante des hommes, mariée contre son gré, ou bien créature d'Adam, la femme est instrumentalisée pour décrire le vice. La femme est en quelque sorte, dans les caricatures, le baromètre de la moralité. Qu'elle soit victime ou tentatrice, elle est souvent appelée à peindre la frivolité ou pire encore, l'intérêt et le profit, comme ici, bien naïvement, où elle joue avec le serpent de la corruption politique et s'étonne de la réaction affolée de son comparse. À la représentation de la femme en péril ou de la femme cause de péril, il n'y a qu'un trait que les caricaturistes vont tracer en grossissant des aspects des discours contre la Confédération et en se moquant des arguments en sa faveur. On en a ici un exemple où le monstre composite est formé de têtes de traîtres. Et on va lire ici que cette formation monstrueuse, en fait, équivaut à une grande prostituée. Larve à l'heure présente, je deviendrai plus tard une gorgone féconde en iniquité. Je ne suis pas une conception démocratique comme on l'a cru d'abord. Non, etc. Je sacrifie sur l'autel de l'égoïsme ces choses qu'on dit sacrées. Je suis une grande prostituée. Se détournant de l'image de la prostituée pour tourner en dérision la projection optimiste d'une grande nation unie, l'image de la famille s'impose. La représentation du mariage forcé s'érige en porte-à-faux avec les images monstrueuses et c'est d'abord aux femmes que reviennent à la fois la mise en péril et l'esprit de conservation. L'idée de la Confédération se voulait justement un puissant dénominateur commun. Il s'agissait d'unir les provinces du Canada-Est, du Canada-Ouest, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Chacune devait conserver un certain contrôle sur ses affaires intérieures. Toutefois, comme le souvenir de l'union forcée du Haut et du Bas-Canada de 1840
n'est pas encore bien loin dans les mémoires et comme l'option annexionniste était fort en vogue, l'image du mariage forcé est la seconde image la plus prégnante dans mon corpus. On a ici un contrat de mariage euh, qui se lit comme suit. Signature du contrat de mariage entre les deux frères au Canada et Bas-Canada à Mademoiselle Nouveau-Brunswick et Mademoiselle Nouvelle-Écosse. On a l'adoption du jeune Île du Prince-Édouard. La cérémonie est strictement familiale. Le voisin qui n'a pas été invité n'était pas content. Évidemment, c'est un double mariage dont il est question. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick personnifient les fiancés, se marient à deux frères, le Haut et le Bas-Canada, et l'île du Prince-Édouard assiste à la scène. Il est représenté comme un enfant trop jeune pour entrer dans le monde des adultes, qui est gardé sous la protection de ses cousins plus âgés. L'État est personnifié par le soldat à la porte, gardant le frère Brother Jonathan à distance. Brother Jonathan qui est une représentation des États-Unis un peu plus ancienne que Uncle Sam, que vous connaissez peut-être. On voit que la grand-mère, la mère patrie Grande-Bretagne est honorée et représentée par des portraits de famille au mur, ceux de la reine Victoria et du prince Albert. Alors, si le mariage est un théâtre parfait pour mimer l'alliance rationnelle et raisonnable des deux voisins, le Haut et le Bas-Canada, le fait qu'il soit personnifié en homme marque leur responsabilité, la responsabilité envers les mères patries, alors que la nature féminine des autres personnages accentue leur dépendance, voire leur soumission aux décideurs. Plus proche de la conférence de Québec, la conférence sur le principe des nationalités en 1864 donne dans une opinion assez répandue. Le principe fondamental de la nationalité, je cite, c'est l'intérêt bien entendu qui lie tous les habitants d'un même pays. C'est garder entre eux l'harmonie domestique. Alors, je ferme la citation. Alors, l'idée d'une nationalité increvable, indestructible et surtout insoluble dans une plus grande unité, coalition ou pas, refait surface à plusieurs reprises. Et dans cette caricature, on voit la perspective du divorce, puisque le divorce est associé à la monarchie britannique. En effet, on a au Bas-Canada un monde pratiquement papiste, donc un monde catholique qui refuse l'idée du divorce. Alors, pour rester vertueux et ne pas se perdre en l'autre, le Canada-Est devrait résister parce que le divorce s'en vient. Le coup de balai s'en vient. Les désirs de conservation incarnés par des personnages féminins rencontrent les abus des hommes. Ici, dans une caricature qui s'appelle « Bienfait de la Confédération », on a un tableau ironique qui illustre encore la crise de la responsabilité en regard des valeurs de la nation, ici représentée par la femme miséreuse de gauche affublée d'enfants. Et l'homme récemment divorcé avec sa maîtresse britannique sur la droite. La caricature est sous-titrée « Le divorce ». Au centre de l'image, un médaillon couvert de l'inscription « Amen » est fracturé, annonçant le péril vécu par la religion catholique. La moralité et la foi catholique sont en effet pour les Canadiens français gardiennes de la culture et de la nationalité. La vignette se lit comme suit sur la gauche. « La charité, s'il vous plaît. Hein? La neige tombe drue, la femme et ses enfants sont misérables, alors qu'à droite, un homme bedonnant prend ses aises dans un salon bien meublé et se félicite. Bonne chose, ma foi, que la Confédération
J'ai profité de l'institution du divorce pour lâcher ma femme et mes mioches. Kate, un brandy punch. Hé, hé, ainsi soit-il. Alors, on peut dire que les rouages institutionnels du Canada de l'Union ont donné naissance aux deux solitudes qui, par la Confédération en 1867, ont été rebaptisés les deux peuples fondateurs et perçus comme les piliers de la nation canadienne. Deux frères célébrant leur mariage le même jour, ou encore que la Confédération a été perçue comme la fin d'une égalité de principe, une égalité de surface dont la réalité est en réalité monstrueuse. Quel est ce moment dans l'histoire? Il est au beau milieu du 19e siècle, une époque de romantisme, une époque où les feuilletons d'Eugène Sue, les romans de Victor Hugo et de Charles Dickens inondent la presse et où une nouvelle relation avec le passé, avec le temps, avec la mémoire, avec les traditions et avec le récit se dégage dans le centre invisible de l'imagination d'un pays à naître. La presse d'opinion rend compte d'un imaginaire qui se forme entre des idées polarisées, l'ultramontanisme, le libéralisme, des modes politiques qui conjuguent vertu, démocratie, bien commun et nation sous la forme d'un projet de confédération et sous un autre projet aussi qui prend la forme de l'annexion aux États-Unis. Donc, avant 1867, on imagine, par le biais qui nous est accessible aujourd'hui, dans des représentations d'un mariage forcé ou d'un monstre ou d'images liant les deux. Dans le domaine de la définition nationale, le développement, le maintien, la préservation et la promotion d'une identité nationale est en jeu depuis le 19e siècle. On peut dire que tentaculaire et pétrifiante, la séduction et la prédation rhétorique partagent le désir de fondre les contraires, de créer du neuf, une nation unifiée, une race continentale, une supranation. Les 4 territoires qui allaient entrer dans la Confédération en 1867 ne communiaient pas encore à cette idée de communauté imaginée que la nation canadienne allait devenir, mais évidemment, la circulation de la presse va y contribuer. Le récit imagé de ce que la Confédération pouvait être a néanmoins contribué à la constituer. L'hydre et le mariage sont les premières et les plus persistantes illustrations de cette association politique. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette recherche prendra son envol bientôt et pourra se nourrir à encore davantage de sources pour comprendre comment est-ce qu'on imaginait le Canada à l'aube de la Confédération. Merci d'avoir écouté. Dankeschön. Tschüss.